Nih teman-teman, ayo join sama kita. Ini juga jualan, yang lagi jualan. Ini juga. Langsung di check out, langsung di payment aja ya kakaknya. Untuk hari ini aku masih ada di 100. Jangan sedih, masih ada. Nih jualan juga. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la poche. Les gars, comment ça va? Super. Adèle, ça va? Adèle commence il s'est brisé tibia en début d'épisode. Non, ça va bien. Franchement, moi, j'ai hâte de voir de quoi on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as concocté, Flo? C'est un épisode surprise pour vous. Ah bah c'est un épisode surprise, on sait jamais de quoi tu vas nous parler. Avant de commencer, je sais qu'on a eu plusieurs fois la réflexion. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que des fois, il y a des gens qui nous rejoignent dans le podcast. Okay. Si c'est le cas pour vous, déjà, bienvenue. Si vous êtes des habitués, re-bienvenue. Vous les connaissez déjà, les gars autour de la table. Mais est-ce que vous pouvez rapidement, juste en deux phrases, Julien, s'il te plaît, soit je me présente. Abdel. Alors, Julien Catella, influenceur. Attends, vas-y, je vais me présenter comme ça, moi. On commence avec Abdel d'abord. Alors, Abdel, tout simplement. Je me présente en... Est-ce que tu veux dire ton âge? Non, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Je travaille dans l'industrie du logiciel. Et ta passion? Je sais pas. La domotique. Voilà, tu vois, c'est facile. C'est fini ça maintenant. Allez, Julien, à toi. Julien, influenceur. Génial, parfait. Thomas. Passion? Pâtisserie et travail? Et le chômage. Ouais. Non, je suis directeur adjoint dans un magasin de photos vidéo à Montréal. Tu peux le dire encore moi, plus vite? Je travaille pour Thomas, moi. Ok. Tu peux le dire encore plus vite? Encore plus vite? Ouais. Je travaille dans un magasin de photos et vidéos à Montréal. Parfait. Mettre en x2, ça ira. Bon, les gars, ce soir... Et toi, Flo, tu t'es pas présenté pour le public, Flo. Merde. C'est vrai, pardon. Moi, c'est Florian. Je suis vidéaste. Et passion... pâtisserie. C'est totalement faux. Je voulais vous partager un truc que j'ai vu sur Twitter il y a quelques semaines. Je l'ai vu dans l'été, d'ailleurs. Une vidéo d'une usine à influenceurs. Ça pète. Alors, pour les gens qui ont la vidéo, je l'ai mise en tout début de podcast. Donc normalement, vous l'avez vu. Si vous nous suivez en audio, ça vaut le coup d'œil et je mettrai un lien en description vers cette vidéo. Vous qui l'avez vu juste avant de commencer. Tu nous l'as montré, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est ouf. C'est une dinguerie. Je la décris rapidement quand même. C'est juste une vidéo à l'arrache faite avec un iPhone ou un téléphone, peu importe, où on voit une sorte de grand open space avec des petits... comme des cubicles. Comme chez Ikea. Comment on dit ça? Des cubicles. Des cubicles. Des cubicles. C'est ça. Comme chez Ikea. Ouais. T'as des sections. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Comme chez Ikea. Et dans chacune de ces sections, il y a une personne, face caméra, qui fait une présentation de produit. Voilà. Et c'est tout filmé avec des téléphones, d'ailleurs. Tout filmé avec des téléphones. C'est même plus des studios comme avant. Un petit ring light devant et tout, le truc standardisé. Et très ça, jeune. Très jeune, c'est vrai. Très jeune. Des adolescents pour la plupart. Il y a même un enfant, j'ai vu à un moment donné. Je suis pas sûr qu'il ait le droit de travailler. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants. Celui qui joue à la console, c'est un enfant, il a 8 ans. C'est possible. Non, mais il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants. Et je précise que cette vidéo-là a été faite en Indonésie, il me semble, et qu'on voit des dizaines et des dizaines d'adolescents, de jeunes adultes ou d'enfants qui font ces vidéos produits. Qu'est-ce que ça vous inspire? Julien, commençons par toi, qui est influenceur de métier. Je trouve ça ouf, parce que je me sens en danger dans mon métier. Tu es tout seul dans ton studio. Moi, j'en ai marre. En passant, c'est une blague. Hein. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je déteste le mot influenceur, donc c'est vraiment une blague. D'artiste. Mais non, mais déjà, moi, déjà, on le sait, nous, au magasin, on le voit, il y a une professionnalisation de la création de contenu. Mm-hmm. Mais là, putain, on parle d'une industrie, et derrière, en fait, tu dois avoir une business. Mais c'est quoi les... Parce que le côté créateur de contenu, ce que je trouvais intéressant, moi, c'était un peu indépendant. Tu parles de ce que tu veux, machin. Mais là, tu as vraiment l'impression que c'est des salariés. Et en fait, on joue vraiment sur une image, sur une tendance, sur un look, sur un truc. Et derrière, c'est quoi les conditions? C'est des panneaux publicitaires. C'est incroyable. C'est toute la journée, ils font rendu ailleurs, quoi. Présentation de produits sur présentation de produits. Ils essaient de te vendre des trucs. C'est un travail au final. Tu sais, si on réfléchit, tu fais un peu la même chose dans un open space. Tu viens avec ton ordinateur, tu commences à faire des montages vidéo. Mais là, c'est l'âge qui choque. Là, ça te donne une idée en fait de l'ambition de ces gens à cet âge-là. Voilà, c'est ça, c'est un modèle de société maintenant. Exact. Quand on était jeune,
On rêvait footballeur. Parce qu'on n'avait pas ça aussi. Il y a 30 ans, quand on était jeune. On n'avait pas quand on avait les leur téléphones et tout qui filmaient aussi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, mais on avait des ambitions de devenir pilote, médecin, machin, infirmier. C'est des métiers qui aujourd'hui dans la société ne représentent rien du tout. Ouais. Et là, tu as cette génération qui tripe sur tout ce qui est métier de l'influence. Et je trouve ça incroyable. Mais en même temps, tu vois... Parce que tu t'éclates, peut-être. Peut-être parce qu'il y a ce côté où, tu sais, t'as les boulots, et puis c'est un peu comme nous, on est tous un petit peu vidéastes, photographes à nos heures passées. Et en fait, on se plaît toujours plus là-dedans que dans un métier principal parce qu'on n'a pas envie d'être sous la direction de quelqu'un, parce qu'on a envie d'être plus libre, etc. Et c'est un peu la même chose pour ces gens-là. Imagine, t'as un gamin là. T'es un gamin, puis t'es à l'école, tu te rappelles les moments où tu devais faire tes devoirs et ça te saoulait et tout. Là, tu te mets sur YouTube et tu vois un gars qui s'appelle MrBeast qui fait le fou avec ses potes et qui fait des milliards. Et tu vois ton daron qui est là et qui stresse sur les factures à payer et il est en mode, tu dis, il y a un problème. Je vais pas faire comme mon père, je vais faire comme MrBeast. Il y a un côté et je comprends que américain. Le modèle, il est là. Après, derrière, c'est qu'ils se rendent pas compte que statistiquement, en fait, ça reste quand même très peu d'appelés pour, comment on dit ? Très peu d'élus. Très peu d'élus pour beaucoup d'appelés, un truc comme ça. En tout cas, bref, c'est une minorité de gens versus le nombre de gens qui créent du contenu. Toutes les chaînes qui meurent, on les voit pas. Est-ce que tu penses qu'ils ont en tête déjà l'aspect financier ? Ouais, moi je suis sûr que oui. Je pense que c'est ça qui appelle. Là où il y a une dizaine ou quinzaine d'années, c'était pas le cas. C'était des purs passionnés qui étaient là pour le coup vraiment dans leur chambre avec la pauvre caméra de leurs parents qui s'utilisait pour partager une passion. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui démarrent déjà en ayant l'optique de être influenceur, avoir des partenariats, des sponsors et de gagner sa vie. Et j'en ai la preuve, c'est le nombre d'abonnés. Parce qu'en fait, si les gens ils parlent tout le temps de ça, de cette métrique, si en vrai tu kiffes, moi tu vois, ma chaîne YouTube, j'ai 30 personnes qui me suivent, même pas 20 personnes, j'ai 3 likes, mais je m'en fous parce que je le fais pour moi à la base. Si j'ai un collègue, tu vois, j'ai fait un truc pour Nico, une petite dédicace, il m'a dit ah c'était cool, merci. Voilà, moi je suis content. Ouais. J'ai passé 20 minutes et je suis bien content. Mais si eux ils sont tout le temps en mode ça me prend plus d'abonnés, c'est pour derrière qu'il y ait une monétisation de la chaîne. Et donc c'est bien ça le seul objectif. Parce que s'ils kiffaient vraiment, ils s'en foutraient. Bah là, en l'occurrence, les gens qu'on voit dans la vidéo, je suis pas sûr qu'ils soient passionnés de ce qu'ils font. Ah bah non, c'est un taf. Et qu'ils prennent du plaisir à venir tourner leurs vidéos. Ça dépend. Hein. Moi, je vois mes petites nièces qui ont, tu vois, 10 ans et 12 ans. Et elles sont scotchées sur tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est chaîne YouTube avec les nouveaux idoles, on va dire. Ça a commencé avec la télé-réalité. Ces gens-là sont suivis par des milliers et des millions de personnes. Moi, ça me fait penser à la chaîne Achat. Tu sais, ça existait encore. C'était très américain. Là. T'allumais cette chaîne. Télé-shopping, tu veux dire ? Ouais, télé-shopping. Genre, tu vois le délire ? Ça pète, ça. Et en fait, t'as des gonzes qui sont là, ils allument ça et tout. Ils disent, tiens, je vais acheter ça. Je pense que la création de contenu au début, c'était des gens qui, voilà, ils avaient un délire à partager ou des connaissances ou peu importe. Et quand tu kiffais le personnage, à un moment donné, ils avaient une certaine posture qui leur permettait de plugger des sponsors, monétiser un peu. Et l'approche était différente. Là, ces gens-là, tous ceux qu'on a vus dans la vidéo, on les connaît pas. Non. Après, on parle de l'Indonésie, c'est pas un marché qu'on connaît. Donc, mais ils ont aucun je serais surpris. Là, j'aurais vu un truc où tu as un Asher, un machin, un Léo Duff, un truc, et c'est tous des influenceurs qui bossent. Déjà là, ça m'aurait ça serait fou en fait, mais ça aurait été différent. Après, quand on voit des endroits, alors de mémoire, la Redbox, tu sais, l'endroit à Angers où il y avait Amixem, Joyka, Vodka et tout ça, là. Il y avait plusieurs influenceurs dans un même bâtiment. Ils avaient juste des studios séparés, bon là avec des portes et tout. Mais finalement, c'est la même chose. C'est plutôt le même concept. Tu vois ce que je veux dire ? À échelle plus petite, parce qu'ils étaient. Mais ils créent leur. Parce que là, comme on voit en tout cas dans la vidéo, j'ai l'impression qu'ils sont juste en train de pitcher ils font de la vente. Ouais, là, c'était principalement. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là, on les connaît pas et on est plus direct sur une approche vente. Donc là, je reviens sur le télé-shopping. Sauf qu'au lieu que ça soit à la télévision, il n'y a plus personne qui regarde la télé. C'est sur ton téléphone, sur ton Instagram, sur ton TikTok, sur ton machin. On le sait que les marques maintenant donnent plus d'argent qu'à la télévision pour faire ça. Donc, mais parce que tu vois que c'est une personne, tu t'imagines que c'est un influenceur et qu'il est plus légitime qu'un autre à te vendre quelque chose, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, ça marche par ça. Parce qu'on sait que c'est les téléphones. Avant, on n'avait pas les smartphones, tu sais, les publicités qui popaient sur le smartphone. Aujourd'hui, on a ça, tu vois. Dans Instagram, tu montes, t'as ça. C'est surtout qu'avec l'explosion de TikTok, c'est que du contenu vertical avec le téléphone. Ça s'adresse à des jeunes, même si maintenant, TikTok, il y a quasiment tous les âges dessus. Mais ça marche comme ça. Donc le shopping, les gens ils vont acheter en voyant quelqu'un sur TikTok parler d'un produit. Quoi.
Ça te fait halluciner, Julien? Moi, ouais. Mais moi, je suis old school. Hein. Mais c'est ce que je disais à Thomas avant. Je trouve que... Putain, je sais pas si... Est-ce que mes parents, en nous voyant, tu vois, quand ils avaient 30 ans, ils nous voyaient, est-ce qu'ils disaient, oh putain, on est vieux? J'ai pas l'impression, tu vois. Peut-être aujourd'hui, à 50, 60 ans, après, ils se sentent perdus sur certains trucs. Est-ce que, justement, est-ce qu'on est trop vieux pour la génération et on est en mode aigri, old school et qu'on comprend pas l'évolution du monde? Ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est choquant dans ces trucs-là, tu vois? Aigri, je pense pas, mais je pense que le décalage, il s'accélère en fait. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, l'écart de génération, t'as l'impression que quelqu'un qui a 5 ans, je vois avec mon petit frère qui a 5 ans de moins, déjà je sens la différence. Mais quelqu'un, mettons au taf, on bosse avec des gens qui sont de début vingtaine, donc mettons 10 ans, c'est pas énorme 10 ans à l'échelle d'une vie. Ils sont carrément ailleurs. En fait, ils me regardent, des fois, ça les fait rigoler. Mais pourtant, je veux dire, je suis quand même dans la tech. Sur quoi? Mais sur plein de trucs. Quand on parle de streaming à un moment donné, mais je les fais rigoler quand je parle de streaming. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont là, ils sont dans le futur, tu vois. Pour moi, en tout cas, ils sont dans le futur. Ils font des trucs. Et pourtant, je suis quand même resté branché un peu. Je suis pas un vieux dinosaure, tu vois. Ouais. Je suis pas le plus technologique, je suis d'accord. Mais quand même, je m'intéresse et tout. Donc tu dis, mais ça va trop vite. Et même eux, ils vont se faire rouler. Dans 3 ans, il y a un gamin de 8 ans. Je te jure, des fois, j'ai un client, il est venu. C'était un gamin de 8 ans. On rigolait, on s'est regardé, on a dit, mais attends, moi, c'est un client, c'est un client. Une carte gold et tout. Je vends le plan en direct. Non, le gars est arrivé et il était là, ouais, j'ai ma chaîne YouTube et mais tout. Mais quoi, genre, il est venu sans ses parents, tout ça? Je sais pas, ils l'ont laissé là. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu le camp de jour. Les gens, ils nous droppent des enfants. Il avait 8 ans. La garderie. Il était tout petit, le bonhomme. Il était au comptoir et il me disait, bah, ouais, moi, j'ai ma chaîne YouTube. Et il avait commencé à regarder. Il me disait, ouais, tel modèle, c'est quoi la différence? C'est quoi le truc? Et je l'ai regardé, mais j'ai dit, mais c'est génial. Mais il est super inspiré et tout, mais c'est ouf, ça va vite. À 8 ans, je faisais pas ça. Reviens dans 2 millions d'abonnés. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ça, à la limite, c'est cool, tu vois. Ouais. Mais t'as pas vécu le streaming, toi, je comprends pas. Bah, pourtant, pas trop, on est quasiment de la même année. Enfin, je veux dire, j'ai vécu peut-être 5-6 ans de streaming, tu vois. J'en ai pas fait, mais regarder du streaming. La même année, t'es de quelle année, toi? Bah, je suis 94. Bah, je suis de 88, mon chum. Bah oui, non mais quand même, ça fait quand même 5-6 ans. Ça fait la différence. C'est vrai que je te dis que t'es vieux en fait. Non, mais calme-toi. Mais non, streaming, en vrai, oui, j'ai dû regarder un peu, mais c'était pas comme. Tu t'as pas regardé, tu t'es pas. Ah non, pas en Twitch, moi je regarde. Mais moi j'ai eu Internet super tard chez nous. On se sent vieux, hein. Ouais. Alors vas-y, tu mais moi je dis, moi je suis fucking déconnecté, les mecs. Ah ouais. Hein. Mais toi, c'est normal. Pourquoi tu te sens déconnecté? Moi, je trouve qu'il y a un gap qui s'est creusé même avec la génération de mon frère, tu vois, 4 ans de différence. Il y a un gap énorme. C'est incroyable comment, entre sa génération et la mienne, il y a des trucs qui ont complètement changé. Pourtant, mon frère n'est pas plus techno que moi. Moi, je l'étais beaucoup plus que lui, je veux dire, à l'époque. Mais j'ai l'impression que ça va à une vitesse incroyable. Et il y a quelque chose qui a fait que ça a accéléré un peu le processus. Et moi, je pense, ma théorie personnelle, c'est que ça a commencé avec les émissions de télé-réalité. À la télé, déjà. On est devenu plus con. Non, mais c'est clair, on est devenu plus con. C'est-à-dire que il y a un côté... Il y a un côté... Mais là, tu parles de quoi? Genre Secret Story? Non, avant ça, Loana et tout? Il y a un côté pudeur qui a sauté. Mais tu sais que les jeunes, ils connaissent pas Loana, c'est trop vieux, mec. Ouais. T'imagines? Mais elle, c'est la reine des influenceuses. Mais la première. Mais moi, je l'ai pas connue. C'était Nabila après. Si, Loana, même Nabila, mais c'est une enfant. Non, mais Loana, allô, quoi. c'était la première. Ouais. Franchement, on lui doit le respect, moi, je trouve. Mais ça, c'était Love Story, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mon point est que il y a. Avec. Comment il s'appelait le pélo qu'elle avait pécho dans la piscine? Non, Pascal Obispo, c'est le chanteur. Édouard, Jean-Édouard, un truc comme ça. Ouais, j'avoue, c'est ça. Elle l'avait pécho et tout. Putain, mais la plupart des gens, ils connaîtront pas. Mais tu vois, avant ce type de contenu, on avait les classiques, les séries télé, on avait les films, et ces gens-là jouaient un personnage, et quand ils rentraient chez eux, c'était une personne complètement différente. Il y a une pudeur qui a été brisée. Ouais. Exact. Il y a une pudeur qui a sauté à un moment donné. Ouais. Et là, c'était devenu normal d'exposer sa personnalité, sa vie à la télé devant tout le monde. Mais en vrai, t'as raison, je pense que c'est le point qui a tout déclenché. Maintenant que j'y pense, là, je me rappelle même qu'à l'époque, ma mère, elle le regardait le soir, en fait, parce qu'elle était curieuse, mais elle voulait pas qu'on regarde. Nous, on était un peu gamins. Parce qu'elle disait, c'est quoi cette histoire? Et je me rappelle que ça avait choqué en France au début, le premier. Ouais. On disait, ça va encore, les Américains, ils nous amènent des trucs et tout. Et en fait, après ça a tout déboulé, quoi. Les téléréalités. La télé-réalité, première fois, c'était ouf, hein. Ouais, parce qu'avant, c'est quoi, Big Brother, non? C'était pas ça, l'émission aux États-Unis. Et c'était vachement critiqué. C'était vachement critiqué. Ouais. Et donc là, nos jeunes, ou ces générations-là, qui ont grandi avec la télé-réalité comme
contenu de divertissement principal. Parce qu'après, il y a eu des trucs beaucoup plus débiles que ça. Hein. Le Loft, c'était... on va dire que c'était encore bon enfant et tout. Même ça, c'était encore bon enfant. Après, moi, c'est plus les Marseillais contre les Ch'tis, les anges de la télé-réalité, machin. Ça, franchement, je les voyais de temps en temps dans le zapping et je me disais, mais on vit dans quel monde? Et ces gens-là sont devenus, en fait, les figures de cette nouvelle génération. Des modèles, parce que ils voyaient qu'il y avait un style de vie, il y avait une capacité financière, voyager, s'habiller, les vêtements qu'ils portaient sur eux, malgré que c'était bien évidemment sponsorisé, les sacs à main de marque, les chaussures de marque, ça donne envie. Et donc là, les gens, ils se sont un peu projetés dans ces gens-là. Donc avant, on se projetait dans Barbie. Dans les Barbie, dans les jouets, dans les machins. Non, dans le pilote que tu vois dans l'avion, tu te dis, moi, je veux devenir ça quand je suis grand et tout. Et puis, à un moment donné, bah, moi, je veux devenir Nabila. Et moi, je veux devenir machin. Et après, il y a... je pense que YouTube, c'était juste le shift qu'il y a eu entre la télé et le contenu, on va dire, créatif indépendant, là. Production indépendante. Et là, le shift a bougé. Et après, il y a les réseaux sociaux qui étaient là juste pour médiatiser. C'est comme si tu prends en fait cette bulle et tu l'amplifies encore plus. Et donc là, tu avais les réseaux sociaux pour... Même quand ils coupaient, même quand l'émission n'était plus là, bah, tu avais les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait après. C'était un peu les coulisses. Et là, tu sais, nous, les humains, on aime bien ce que je trouve fou. J'avais jamais pensé à ça. Il y a des gens, leur plan de carrière, c'est de se dire, OK, faut que je passe un casting pour être dans une télé-réalité. Ouais. Et il faut que la télé-réalité fonctionne bien, donc il faut que je sois le plus clivant possible, le plus trash possible, pour qu'après la télé-réalité, soit on me réinvite dans d'autres télé-réalités encore plus ouf, soit que j'ai accumulé assez d'abonnés pour ensuite faire des sponsors et des trucs, et que ça soit ma vie. Et je trouve ça ouf que de me dire qu'il y a des gens, c'est un vrai plan de carrière. Leur plan de carrière, tu vois. Et c'est un peu pourri même les autres contenus, en fait. Parce qu'avant, c'est pas cave. C'est ça le pire. Non, mais c'est pas cave, c'est cohérent. Dans ce sens-là, c'est intelligent parce qu'ils ont un plan de carrière. Ouais. Mais on parle plus de je vais faire un bac scientifique pour après faire une école d'ingé. Après, en même temps, tu cancelles ça là. Est-ce que c'est mieux ou mais après aussi ça lève moins la société, je pense. Je te le dirais comme ça. C'est sûr, mais en même temps. Mais 600 € là-dedans, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais c'est pas de l'argent facile parce que ça demande beaucoup d'exposition. Il faut aussi voir les gens, le harcèlement sur les réseaux, etc. J'irais même jusqu'à dire une certaine prostitution. Je suis désolé. Oui, il y a une prostitution de ta personne, de ta vie privée. Ouais. Tu sors un peu de tes valeurs. Mais c'est quand même ce que tu fais comme contenu. Je parle pas forcément d'OnlyFans, je parle même de la façon dont tu exposes ta vie privée. Forcément, instinctivement, quand on va parler de télé-réalité et ensuite d'influence, etc., c'est pas les contenus les plus intellectuels du monde qui vont ressortir. Exact. Et ça a perverti en fait même d'autres contenus qui existaient comme les émissions de chant, de musique, machin. Et là, il y a le phénomène de buzz qui est arrivé en même temps. Et là, même dans ces émissions-là, t'avais plus une personne normale qui venait, qui chantait, qu'on voyait pour sa voix, mais une personne qui venait avec une histoire personnelle, un truc, tu sais. Tu prenais deux personnes avec deux belles voix, et puis celle qui restait à télé, celle qui avait une histoire un peu trash, qui allait faire un peu du buzz, qui allait un peu faire un peu d'audience. Et là, c'est parti de là. Et je pense que ces générations-là ont grandi dans tout ce mélange. Et les médias sociaux, c'est comme tu prends ça et t'amplifies fois 1000. Et puis là, alors, c'est quoi le futur en fait? Parce que là, je te laisse dire ce que tu veux. Mais moi, ce que je voulais reparler, parce que tout à l'heure, vous parlez aussi du métier. Mais je trouve que c'est sûr que quand tu es jeune comme ça, tu cherches plus un rêve, etc. et tout. C'est plus sexy ça aujourd'hui comme boulot qu'aujourd'hui. On sait que le système d'éducation, éducation nationale et tout, c'est un peu de la merde en vrai. Et que quand tu sors de ce boulot-là, au final, tu as fait des années pour gagner pas grand-chose. Puis le parcours il est spécial et puis on te bloque assez souvent et puis machin. Alors que là, tu fais ce que tu veux, t'es comme à ton compte, puis tu gagnes bien plus et puis c'est plus rapide et puis c'est plus machin. Et puis il y a une partie de je suis connu, tu sais, de la note. Mais c'est plus sexy. C'est le modèle économique qui est baisé. Et il y a Roman Fressinet qui en a parlé. À un moment donné, il avait fait un sketch. Il disait, mais si on était dans une société où, genre, les médecins, les enseignants, les policiers, tout ça, les métiers qui sont vraiment utiles pour la société, c'était les mieux payés. Il disait, mais on vivrait dans une société hallucinante. Mais là, ceux qui sont le plus payés, c'est des gens qui sont pas forcément utiles pour la société. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que derrière, il y a une logique économique qui fait qu'ils peuvent mobiliser beaucoup d'attention. L'attention, c'est de la monnaie d'aujourd'hui. Donc derrière, tu crées de la thune de fou. Et effectivement, ça devient un modèle. Mais c'est pas plus différent que du basket ou du foot. Hein. Non, exactement. Pour moi, c'est au même niveau. C'est un panneau publicitaire
Je veux dire, c'est ça qui finance l'activité, en fait. Tu as des sponsors derrière qui sont prêts, pour de l'audience, de mettre de l'argent. Et donc là, ils exigent un peu... Ils mettent des exigences dans le sens où on veut que ce soit un peu plus trash, un peu plus de buzz, on veut que ça continue, on veut que les gens continuent à vivre l'événement même quand l'événement est fini. Alors qu'avant, quand tu fermais le livre, puis c'était fini. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est pas fini. Aujourd'hui, tu as des Twitch, tu as des YouTube qui sont en 24 heures sur 24 et tu as les médias sociaux au cas où bah, Twitch est fermé, tu vois. Ouais, et après, ça finit jamais. Je pense que moi, quand tu me montres la vidéo là, que Flo nous a montré, là, tu me vends plus du rêve. Autant tu me dis un gars vraiment, il part sa chaîne et tout, il y a le côté. C'est triste. C'est fou, mais là, moi, ça me vend pas plus de rêve que de bosser dans une boîte que j'ai choisie où je fais ce que je veux. Après, on a vraiment un taf là. Après, on a vu un extrait. Ok, l'extrait, c'est qu'on voit quelqu'un qui se balade dans un environnement, tout le monde est heureux, dans un endroit où il y a plusieurs pièces comme des mini studios. Et puis là, tu as des gens qui sont super jeunes. Moi, ce qui m'a choqué, j'ai regardé la vidéo rapidement. Là, ce qui m'a choqué, c'est la spontanéité et les gestes de ces gens, comment le smile changeait entre caméra et... les gens sont prêts pour ça, en fait. Il y a un jeu d'acteur de ouf. Ouais. Il y a une autre vidéo, d'ailleurs, que tu as dû voir aussi, Abdel. Il me semble que là, pour le coup, ça doit être en Chine, où une grosse quantité d'influenceurs se déplacent à un endroit précis en Chine. Et là, en l'occurrence, c'était sous un pont ou un truc comme ça. Parce que il me semble que c'était une zone où il y avait un quartier un peu huppé et tout ça. Et tu as plus de chances, je sais plus trop, mais en gros, d'un point de vue marketing, il y avait plus de chances d'être vu où la monétisation était plus forte à cet endroit-là. Ouais. Il y avait un délire comme ça. Et en gros, tu voyais sous un pont, dehors, genre l'un à côté de l'autre, comme ça, comme on est là, chaque influenceur avec son téléphone, sa petite ring light, assis par terre quasiment, en train de faire son petit télé-shopping, dehors. Et donc, ça, j'ai trouvé ça ouf. Donc ça génère des exodes de population. Ouais, parce qu'il y a des en gros, ils allaient là parce qu'ils étaient plus gagnants en termes de monétisation de se mettre là. Dans ce quartier-là, avec la localisation. Ouais. Wow. Comme Pokémon. Et je trouvais ça hallucinant, tu vois. En fait, ils chassaient des Pokémon. Donc ils passaient leur soirée dehors, tous les uns à côté des autres, en train de faire leur vidéo. Mais donc, c'est quoi le futur? Tu vois, si c'est ça, c'est quoi l'étape d'après? Ouais. Abdel, toi qui as une petite fille, comment tu vois l'avenir de cette génération-là, tu vois? Bah, ça va être difficile, ça va prendre beaucoup de... Encadrement, c'est pas le bon mot, mais ça va prendre beaucoup de guidance pour pas justement que... Ouais, puis c'est dur. Sans parler qu'elle fasse ça, attention, mais comment elle va grandir dans cet environnement-là où est-ce que si tu peux déjà les jeunes, les ados de nos jours font ça, à son âge, ils feront quoi, tu vois? Non, c'est impossible parce qu'en fait, si les enfants si la nouvelle génération ne sont pas dedans, ils vont être vus comme des extraterrestres, en fait. Donc ça va venir plutôt avec pas de l'éducation, mais un peu plus de prendre connaissance que la vie, c'est pas que ça, parce que c'est un reflet d'un moment précis. Ces gens-là ne sont pas forcément heureux ou malheureux ou ce qu'ils dégagent dans leur contenu. Il y a une vie derrière, il y a une personne derrière, il y a des sentiments derrière. Je pense pas que la nouvelle génération va forcément aller vers ces trucs-là. C'est le truc le plus simple. J'en vois qu'il y a de la fame, il y a de l'argent, on devient connu, machin. Mais c'est pas que ça, la vie. Je veux dire, aujourd'hui, ça représente quoi en population? Parce que nous, on est un peu dans un cercle un peu plus médiatique. Pas médiatique, mais je veux dire, on est dans la tech, on aime bien la tech, donc on écoute. Mais il y a des gens qui sont complètement déconnectés de ça. Hein. Ils connaissent pas ça, ils savent pas c'est quoi comment t'appelles ça là, l'espèce le ring light là. Ça, cet objet, moi je trouve que déjà c'est affreux comme truc. C'est horrible. Et ça se vend partout maintenant. Ouais. Mais t'en as pour le téléphone, tu mets le téléphone au milieu, t'as le petit rond lumineux. Sur Amazon, pour 15 balles, t'as un truc et puis tu peux commencer. Puis maintenant, le téléphone, t'as des objectifs qui te permettent d'avoir un grand angle chez toi. La lumière, ça coûte rien. Si tu veux savoir comment monter un truc, t'as qu'à regarder une vidéo de 5 minutes sur YouTube et puis c'est fini. Hein. Mais pas, tu regardes le temps d'un TikTok de 15 secondes et 20 secondes et c'est fini. Hein. Et puis là, en fait, le TikTok, c'est le bon mot là, c'est la bonne suite. C'est incroyable ce truc aussi. C'est parce que tu regardes quelque chose, ça t'inspire si tu te dis ok, mais j'ai envie de faire la même chose. Puis tu fais la même chose, puis tu recommences et tu recommences et tu recommences et puis je pense faut pas être pessimiste par rapport à l'avenir de nos générations. Les gens vont s'adapter, ils vont s'ajuster par rapport à... Alors
ok, je vais essayer d'être positif, mais il y a des travers qui sont développés. Je pense que les gens développent des skills qui sont quand même intéressantes, de communication, totalement, de marketing. J'ai l'impression que tout le monde est une petite entreprise. Donc ça, je trouve ça intéressant, etc. Par contre, ça doit leur mettre une pression de ouf quand même, on va pas se mentir. Après, il y a le côté que vu qu'on est sur des contenus de plus en plus courts, tu peux plus devenir spécialiste de rien en fait. On s'en fout à la limite le détail. On veut juste, vas-y, soit général, soit vulgarisateur. Et je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup moins experts qu'à une autre époque où c'était valorisé. Fallait que tu sois expert, sinon tu fermes ta gueule. Mais les gens s'attachent. T'en parles pas. Ton exemple, Julien, t'es dans la crypto, t'es un peu dans, on va dire, la finance. Moi, je suis un vulgarisateur, c'est vrai. La finance. Je parle, mais c'est vrai. Les gens qui te suivent aujourd'hui, demain, tu vas développer une grosse communauté qui va te suivre, pas forcément pour le contenu, oui, le contenu, mais ils vont s'attacher à ta personnalité. Si demain, tu commences à faire des vidéos à Mario Bros, machin, les gens vont continuer à te regarder pareil. Ils s'attachent à ta personnalité, ils veulent savoir ce que tu fais dans la vie, ils veulent savoir c'est quoi tes activités et ils vont te suivre. Une portion de ces gens-là, je veux dire, pas tous là, mais une bonne partie de ces gens va forcément... Mais c'est ça que je trouve ouf, parce que si tu t'intéresses à la crypto et que ma chaîne t'intéresse, parfait. Mais en vrai, ta vie, t'as autre chose à faire, mon gars, que me suivre, ce que moi je fais après à côté. Mais les gens cherchent des modèles. À quel moment on arrive là où tu vois, tu regardes plus l'actualité en tant que telle, tu regardes un gars qui écoute l'actualité, qui réagit. Donc c'est comme si sa réaction à lui était plus importante que l'information elle-même. Et là, on vit dans un truc en abîme, genre, où il y a une espèce de... Alors moi, comment je le vois, il suffit que je regarde une vidéo... Pas moi, je parle globalement, je parle à troisième personne. Il suffit que la personne regarde un contenu de 5 secondes, quelque chose qui plaît. Et là, on va vouloir s'intéresser à la personne qui a produit ce contenu-là. On va s'intéresser à son parcours, aux outils qu'il utilise, comment cette personne est arrivée à faire ça, et le syndrome de « pourquoi pas moi ?» Donc, qu'est-ce que cette personne a fait dans sa vie pour arriver là? Et puis là, c'est là où je t'ai dit, la personne va se former, va s'équiper, et puis va essayer de répéter, imiter, jusqu'au moment où la personne va trouver sa niche, puis il va faire un... Bon, j'en ai vu, là, je t'ai dit, mes nièces, il y a quelques années, il y avait une youtubeuse française, là, genre un père avec deux filles, ces deux filles de peut-être 6-8 ans. Et je les voyais, mes nièces, qui imitaient, en fait. Elle voyait une vie de rêve, elle avait les dernières poupées qui sortaient, et puis elle voulait la même chose, elle voulait juste être ces personnes-là. Puis après, elle se sent intéressée comment ça marche. Puis là, des fois, tu as des trucs un peu pervers, parce qu'ils commencent à comparer leurs parents avec les parents de ces gens-là, et commencent à développer ça peut être des fois grave, là, dans le sens où ces personnes vont développer un complexe d'infériorité. Moi, c'est ça le côté que je trouve triste, que je trouve un peu dommage, parce que en tant que parent, t'as pas le contrôle sur ça. Il y a tellement d'exposition que tu risques vite de tomber sur des gens qui ont une vie incroyable par rapport à la tienne. Moi aussi, je veux voyager. Moi aussi, je veux les mêmes objets. Moi aussi, je veux les mêmes vêtements. Je veux avoir la même vie. Je veux être cool. Mais est-ce que ces gens sont cool? Tu les vois pendant 7 minutes sur une vidéo et tu commences à projeter leur vie. Genre, là, j'ai une image de le dernier Photoshop bêta là, tu lui donnes une petite image, puis là il va te sortir. Tu lui donnes un petit contexte et on pense que ces gens-là, dans la vie, tout va bien, c'est heureux, tout va bien. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas 7 minutes de vidéo, tu vois. Après, c'est l'arrivée d'Internet qui a tout changé et je pense qu'on est déjà nous, on est dans cette génération-là, avant qu'il y ait Internet, que tout le monde ait accès. Nos référents pour notre métier futur ou ce qu'on voulait dans la vie, c'était nos parents, notre famille proche. À la limite, si tu regardes un peu la télé, des films ou des trucs comme ça, où tu avais, je sais pas, un héros, un truc qui faisait tel et tel métier ou telle activité que tu as envie de faire pareil. Aujourd'hui, vu que sur Internet, tu peux voir tout ce qui se passe dans le monde, des gens qui s'inventent des vies, etc. Tu as beaucoup plus de possibilités. Et parfois, le complexe d'infériorité, il arrive très vite parce que tu as des gens lambda qui ont l'air comme toi et moi, qui ont une vie de dingue et qui voyagent tous les 4 matins dans des hôtels de luxe. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Où est-ce que j'ai raté ma vie? Et toi, tu te retrouves dans un petit studio et puis voilà. Toi, tu vois juste le moment où la personne est dans l'avion, la personne est devant un beau paysage. Après, il y a eu le phénomène dans les derniers mois où est-ce que les gens de l'influence commencent à exprimer un peu plus les behind the scenes de leur vie, dire que des fois ils étaient déprimés, dépressifs et tout. Il y en a qui ont recyclé ça aussi parce que c'est devenu un modèle de... Encore une fois, ça revient à... C'est quoi ton histoire? Comment je peux en faire une histoire? C'est ça le truc. C'est ça en fait, c'est ça aujourd'hui les médias sociaux.
Donc j'espère qu'il y aura un peu d'éducation, que la nouvelle génération va réaliser que la vie, c'est pas que ça. Ça peut être un hobby, ça peut être un parcours professionnel aussi, mais c'est pas que ça. Faut pas se baser sur 7 minutes pour juger la tienne ou comparer la tienne avec ta vie, avec celle des autres. Ça va être difficile, mais bon, moi je pense qu'ils vont s'ajuster, ces gens. Lui, c'est un petit influenceur aussi, lui, il a commencé à faire des vidéos très jeune. T'as fait des vidéos sponsorisées, toi, dans le passé? Ouais. Raconte-nous. Mais pourquoi t'as autant été tryhard, vidéo pâtisserie, vidéo GoPro, vidéo machin? Tu voulais devenir un petit youtubeur? Est-ce que toi aussi, est-ce que tu t'es dit, je veux faire comme eux? Moi, c'était parce que j'adorais la vidéo. Moi, ça me passionnait la vidéo. Et puis, moi, j'aimais beaucoup les vidéos de Steven. Ouais. Et je m'étais dit, en fait, j'ai envie de faire comme lui et présenter des vidéos sur des trucs que j'aime, tu vois. Et moi, j'aimais bien la vidéo, donc j'étais parti sur GoPro. Et puis, je me suis dit, tiens, je pourrais expliquer aux gens comment ça fonctionne une GoPro, tu vois. Parce que je suis un peu bidouilleur, je peux créer des trucs avec mon père, à droite, à gauche et tout. Je suis sûr que t'as pas pensé à l'argent au début. Non, pas du tout. Ouais, parce que c'est ça. J'ai pas pensé du tout à l'argent. Et donc là, j'ai commencé à faire mes vidéos et tout. Puis en plus, t'es pas rémunéré au début sur YouTube. Il faut que tu arrives à un temps d'abonnés et tout. Puis seulement après, je fais, ah tiens, tu peux faire de l'argent. Donc j'ai activé le truc et tout. Mais je faisais pas des vidéos pour l'argent. Il y a eu un moment où j'ai commencé à créer ma société qui était rattachée à ma chaîne YouTube, du coup. Et que là, oui. À quel âge là, juste, désolé de te couper? Là, j'avais 17-18 ans. Donc là, à 17 ans, on est en train de parler de société et de. Alors que c'était. Ça, c'est dans le langage des adultes avant. Ouais. Enfin, adultes, je veux dire. Société qui. Trentaine d'années, quoi. Puis après, là, c'est sûr que. Fallait être plus régulier, fallait toujours. Tu sais, c'était un peu plus sérieux, quoi. Donc ça t'a mis une pression de créer une société rattachée il a fallu mettre du cash, donc oui. Ouais. T'as investi, j'imagine. Puis t'as eu le soutien de tes parents depuis le début? Oui. Soutien de mes parents et même financier, parce que pour créer mon entreprise, la société au début, vu que c'était une SAS, il fallait mettre de l'argent dedans. Et du coup, mes parents m'avaient aidé, quoi. Donc, une fois ça, après, j'ai créé l'entreprise. Il y avait deux entités, etc. Donc, il y avait... Du coup, c'était devenu Tronche de Cam, ça s'appelait, puis Tuto GoPro. Et puis, il y avait aussi à côté une société qui ramenait de l'argent dans Tronche de Cam, mais c'était principalement les vidéos, les sponsors et tout, après, qui envoyaient les trucs pour tester et tout. Et qu'est-ce qui fait que... tu l'as vécu un peu dans ta vie, je l'ai vécu un tout petit peu aussi, parce que je me faisais envoyer des produits par des marques et je faisais de la tech review. Tu sais, il y a quand même un côté un peu égo, là. Parce que ça glorifie un peu le travail qu'on fait. Tu sais, quand tu écris un article, quand tu fais une vidéo ou quand tu montes une vidéo, puis tu sais que la vidéo va aller sur une chaîne télé publique. Tu sais, on en tire quand même une certaine... oui, tu dis, je pas satisfaction, mais genre, t'étais un peu fier de ce que tu fais, t'accomplis. Moi, je trouve ce côté très positif dans la création de contenu. Je trouve que ça responsabilise les gens par rapport à quelque chose que, à mon époque, à ma génération, je suis né en 85, donc je suis pas si vieux que ça arrivait beaucoup plus tard dans la vie. Fallait passer par le parcours académique, machin. Et quand tu commençais à travailler, c'est là où tu commençais un peu à faire accomplir des choses et en tirer une fierté ou une certaine... Ouais, et puis après, plus t'avances, plus t'as des gens gros qui te regardent. Donc ça te donne encore plus envie. Ouais. Et tu dis, putain, je pèse quand même, tu vois. Genre, je sais que sur YouTube, tu peux regarder qui a regardé ta vidéo et tu peux les trier par le nombre d'abonnés qu'ils ont sur leur chaîne. Non, qui a regardé ou qui est abonné à ta chaîne? Non, qui a regardé. Ah bon? Ouais, tu peux checker ça quand tu vas bien chercher, tu peux checker ça et quelle chaîne a le plus gros abonné, tu peux trier par du plus petit au plus grand. Et là, j'avais vu qu'il y avait Squeezie qui avait regardé 2-3 de mes vidéos sur la GoPro à l'époque. Ah ouais. Et je sais que après j'avais des gens comme, tu sais, par exemple, moi, il n'était pas si gros que ça, Squeezie, au moment-là. Mais il y avait d'autres personnes, il y avait GoPro officiel, etc. Et puis j'avais des messages privés, et j'en ai eu un sur Twitter, de Jeff Panaclock, qui me demandait qui me posait des questions sur la GoPro. Vidéo, ouais. Sur la GoPro, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ça et tout machin? Je lui avais répondu, tu vois. Ah ouais, c'est drôle ça. Donc c'est marrant, tu vois, genre. Wow. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre âge, quand vous cherchez de l'information sur une vidéo et que c'est un petit jeune qui la présente, est-ce que vous la regardez ou vous dites, je vais trouver quelqu'un d'autre? Un petit jeune comment, quel âge? Un petit jeune, genre un Thomas à 17 ans. Moi, je suis déjà tombé sur des vidéos où est-ce que. Pas 8 ans, mais genre vraiment jeune. Et je me suis dit... Ça dépend le sujet, je pense. Non. Ça dépend le sujet. Si c'est un sujet complexe, je pense que je vais être honnête avec moi-même, je passerai probablement. Ou je vais lui laisser peut-être beaucoup moins de temps pour faire sa preuve. Non, moi, je pense que c'est le setup.
Moi, je fais plus confiance au setup. Moi, c'est plus la prestance et la... Quelqu'un qui a un beau setup, qui s'est bien filmé, je sais que ça va être qualitatif. Alors, tu vois, moi, j'ai rencontré MKBHD, il était encore jeune. Jeune. Il était pas enfant en 2009, je pense, la première fois que je l'ai vu. C'était pas le MKBHD d'aujourd'hui. Et quand je l'ai vu dans la vraie vie, je me suis dit, c'est un enfant, là, genre. C'était un enfant à l'époque. C'était pas aussi impressionnant que... Et je l'ai rencontré après de façon régulière, je le croisais dans des événements. Et là, je voyais comment le gars a grandi. Moi, je trouve que c'est un bon exemple. Il est parti d'un gars timide, limite pas pertinent. Il a commencé à faire de la review vraiment de produits qu'on utilisait tous les jours. Au gars qui est devenu aujourd'hui, qui est une société qui pèse dans le truc et qui est pertinent quand il parle, il est posé, il est... D'ailleurs, dans la keynote Apple, dont on a parlé il y a 2 semaines, Tim Cook il a cité Tom's Guide à un moment donné avec un article, il a cité le truc, et juste après, il a cité Marques Brownlee de la chaîne MKBHD. Et a dit ça dans sa vidéo sur l'iPhone ou sur le MacBook Air, je crois. Il est devenu une ref, Genre, Tim Cook, dans une keynote mondialement diffusée, dit le nom de Marques Brownlee, YouTuber tech américain. Mais incroyable. Tu vois, en fait, ce que je trouve incroyable, c'est plus iJustin qui, elle, plus une génération plus tard, qui... elle a sûrement moins d'abonnés d'ailleurs, mais elle parle de tech tout autant que... Parce que Marques, franchement, ce mec-là, aujourd'hui, c'est une institution. Exact, c'est une institution, t'as même pas besoin de te poser la question. Le contenu est toujours incroyable ce qu'il fait aujourd'hui. Bon, il met les gros moyens par rapport à son petit Canon qu'il avait à l'époque, son petit point and shoot. Ça a changé, mais ça, je trouve que c'est des bons exemples parce que... Et on en voit, je saute vers notre sujet, on en voit aujourd'hui des gens qui ont des métiers, des médecins, des avocats, et qui vont vers le métier d'influence, en parlant un peu de leur parcours académique et tout, et tu vois qu'après, ils se dirigent complètement vers autre chose que leur métier... de base, tu sais... Major Mouvement, un kiné, en France. Mais il est toujours kiné. Il est toujours kiné, mais il est devenu créateur de contenu de ouf. Il a une chaîne YouTube, alors je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés il a, mais il a écrit un bouquin, il a participé à une émission de télé, il fait plein de contenu partout. Et ça reste un kiné, mais il parle de sa passion, mais il aide aussi les gens. Là, il y a un vrai... Moi, je trouve ça super intéressant. C'est génial. Je trouve ça la meilleure balance. Génial. Quand tu as un métier, une expertise, une spécialité, et que tu as ton business derrière, tu as une entreprise, tu es kiné ou peu importe, ou tu as un cabinet, et à côté, tu partages un peu tes connaissances, et il le fait super bien. Comme comment il s'appelle j'ai pas son prénom, Ali Abdal, qui a switché, il a arrêté d'être médecin. Complètement, mais le mec, il a une grosse boîte, je sais pas, il y a une 30aine de personnes qui travaillent pour lui. C'est devenu des mini-agences, des mini-boîtes de prod, des mini... Ce qui me désole un peu, c'est que je trouvais que ça aurait été pertinent qu'il fasse des vidéos plus reliées à la santé. Maintenant, il fait des vidéos par rapport à des applications. Lui, il est à fond productivité, par contre. Tu vois ? Complètement. Je sais qu'il y a un marché, mais je trouve que le switch se fait très rapidement vers... Tu commences par ta compétence première et après, tu bouges vers des trucs sans... En fait, c'était un peu connexe parce qu'il était en train de finir ses études de médecine quand il a commencé sa chaîne, je crois. Et en fait, il donnait des conseils pour les étudiants pour réviser. Et en fait, pour réviser et être productif, parce que tu as tellement de choses à savoir dans la médecine, il donnait des astuces pour préparer des fiches de révision, utiliser la technologie ou des applications pour mieux réviser. Et au final, ça bascule dans la productivité, tout court. Parce qu'au début, c'était lié à la médecine, mais après, c'était full productivité. Ce qui me dérange, c'est qu'une personne comme ça va prendre une caméra Insta360 et va faire une tech review de cette caméra-là. Ça me gêne. Ça me dérange. Ouais. Parce que je trouve que il fait cette vidéo parce qu'il a été approché par la marque pour le faire. Je comprends que financièrement, il a dû trouver son compte, mais ce n'est pas pertinent. Je pense qu'il peut faire autant d'argent, voire plus, en restant sur son contenu ou en trouvant une expertise. J'ai beaucoup de mal j'ai une chaîne YouTube, ça devient comme le téléachat, comme le Pierre Bellemare de l'époque. Tu me donnes un jus d'orange, un mixeur de machin ou un essuie machin et je vais te le vendre. Tu deviens vendeur. Alors que je trouve c'est pertinent de rester dans son champ d'expertise. La vente vient de façon organique. Ça vient tout seul. Donc Major Mouvement, j'adore ce qu'il fait
parce qu'il est toujours dans son domaine, il fait des livres, donc il fait rouler son business. Je suis sûr qu'il a son cabinet, il fait encore des consultations de temps en temps. Peut-être que demain, il va avoir un cabinet, il va faire travailler des gens, il va moins faire la pratique, mais l'expertise, elle est là et il reste dans son domaine. Par contre, le jour où je vais le voir prendre une GoPro et dire « Hey les mecs, la GoPro 12, c'est incroyable », ça va faire quelque chose. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup de mal. Donc, Julien, encore une fois, la finance, il est très bon vulgarisateur. Il a une niche, il fait un bon contenu. Mais si demain, il se met à faire des... En même temps, ça me... vidéos sur les Leica, franchement. Non, mais là, je connais, c'est ta passion. Ça me surprend pas. Mais quelqu'un qui n'a rien à voir... Non, quelqu'un qui me connaît pas pourrait être surpris, par exemple. Ouais. Il faut que tu sois ultra niché aujourd'hui, tu restes dans ton truc. Et ça, mais je comprends tout à fait. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Après, c'est peut-être dû. Par contre, tu vois, même Squeezie, il en a parlé, qu'il avait de la misère. À un moment donné, dès que tu veux pivoter, et à un moment donné, il faut que tu fâches tes fans et tu dis, moi, je veux faire autre chose maintenant, ça me tente plus de gamer. Il voulait faire quoi comme contenu? Il voulait faire quoi comme... Non, mais à un moment donné, il était vachement associé au gaming. Après, il était parti sur un autre délire. Lui, il voulait faire d'autres choses. Après, il avait son truc pendant la pandémie où il faisait les trucs de la poterie ou des conneries comme ça. Je sais pas si vous avez vu ça, non? Non, il faisait des petits ateliers, ateliers pratiques, des choses. Mais il a tenté d'autres trucs. Bon, après, on est toujours dans le divertissement avec ses potes et ses machins. Mais ouais, en tout cas. Mais ils font des chaînes spécialisées après ou secondaires par expertise. Donc, c'est là où je veux en venir. Quand tu es guidé par ta passion et que tu as quelque chose, une expertise à partager, moi, je trouve ça pertinent. Et souvent, les chaînes que je suis, c'est des chaînes qui sont vraiment spécialisées. Et dès que je vois la personne sort de son... Je vais l'écouter parce que peut-être cette personne est super bien calée en photo, vidéo, puis elle va bien présenter la GoPro 12. Et ça se trouve, cette personne-là utilise la GoPro 12 pour filmer ses trucs, tu vois. Et ça va être pertinent. Mais souvent, quand tu regardes, c'est pas le cas. Tu sais que c'est juste une vitrine pour pusher quelque chose. Ok. Bon, super épisode, franchement, ouais. Ce sujet. J'espère que les petits-enfants sont heureux dans ce qu'ils font, parce que ça se sentait vraiment comme une fabrique à... J'espère que c'est plus une académie qu'autre chose. C'est plus un endroit où tu sais, je le vois comme l'école des métiers, où est-ce que tu rentrais, puis tu avais des coiffeurs, tu avais des machins, des cuisiniers. J'espère que c'est plus comme ça. Tu rentres à un endroit où tu as envie de partager une passion, puis ils t'apprennent comment te positionner dans la vidéo, comment éclairer, machin. J'espère que c'est plus ça que quelqu'un qui dit, tu sais quoi, on a besoin d'enfants qui parlent de sujet, et puis on les paye par commission. J'espère que c'est pas ça, là. Mais il faudrait que je creuse un petit peu plus ce sujet. J'avoue que j'ai vu cette vidéo-là à plusieurs reprises sur mon fil Twitter. Je me suis dit que ça ferait un bon sujet. Il y avait des débats dans sous le post. Donc voilà. Sur Twitter ou sur X? Sur X. Okay. Ah oui, c'est vrai que ça a changé. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Cet été. On invite nos abonnés peut-être à commenter. Si jamais vous avez plus de contexte que peut-être qu'on était complètement à l'ouest, dites-le nous. Franchement, moi, je suis curieux. Et puis même, quelle est votre vision à vous des créateurs de contenu, des influenceurs surtout, parce que en fait, c'est pas le mot créateur de contenu le plus problématique, je vais y arriver. C'est plus le côté influence, le côté télé-shopping qui peut être gênant. Et ce côté un peu surconsommation et usine aussi qui est assez fort. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, réagir à ce qu'on a dit. Peut-être qu'on a dit des grosses âneries durant cet épisode, je sais pas. On s'assume. C'est ça. C'est possible. Partagez l'épisode si vous a plu, likez, abonnez-vous. Et on se dit à très vite dans votre poche. À bientôt. Ciao.